Le père de ma femme paresseuse est mort, et elle a hérité de sa maison ainsi que de 33 millions de dollars. Elle m'a jeté dehors en me disant, trouve un autre endroit pour vivre ou crève. Je m'en fiche. Tu es inutile maintenant. Quelques jours plus tard, l'avocat a éclaté de rire. Avez-vous seulement lu le testament? Ma femme est devenue livide. Salut Reddit. Ma femme a hérité d'une fortune de son père, m'a jeté comme une vieille ordure, puis a découvert qu'elle venait juste de tout me donner. L'effondrement fut spectaculaire. Voici comment tout cela s'est passé. Je suis Kyle, 34 ans. Je travaille dans la gestion de construction depuis 12 ans. J'ai commencé comme charpentier à $12 de l'heure. J'ai gravi les échelons jusqu'à l'estimation et la coordination de projets. Rien de glamour, mais c'est un travail honnête qui paie les factures et qui ne m'oblige pas à prétendre être quelqu'un que je ne suis pas. Ma femme, Vanessa, n'a jamais travaillé un seul jour de sa vie d'adulte. Et je veux dire cela littéralement. Quand nous nous sommes rencontrés lors du barbecue d'un ami il y a 9 ans, elle avait 23 ans et prenait du temps pour comprendre ce qu'elle voulait faire. Cette phase de compréhension, c'est, d'une manière ou d'une autre, étirer en une carrière à temps plein consistant à ne rien faire de productif. Elle se réveillait vers 11 heures, passait 2 heures sur son téléphone au lit, puis migrait vers le canapé pour des marathons de télé-réalité. Son exercice quotidien consistait à marcher de la chambre à la cuisine, pour se plaindre que je n'avais pas acheté la bonne marque de yaourt. Il avait commencé avec un seul immeuble de bureau dans les années 80, et l'avait transformé en un empire valant plus de 30 millions au moment où il a atteint 70 ans. L'homme comprenait les affaires, la valeur immobilière, et apparemment sa fille, bien mieux que quiconque ne le pensait. Vanessa a grandi dans ce manoir sur Ridgemont Hill, le genre d'endroit avec une allée circulaire, des colonnes qui n'avaient aucune utilité structurelle, et assez de superficie pour loger un petit village. Son enfance a été faite d'écoles privées, de camps d'été en Suisse, et de la croyance générale que l'argent apparaissait par magie chaque fois qu'elle voulait quelque chose. Walter a payé notre mariage, nous a acheté une maison, et a couvert les factures de carte de crédit de Vanessa pendant les 5 premières années de notre mariage. J'ai essayé de refuser son aide plusieurs fois, mais il me repoussait simplement en disant « La famille prend soin de la famille ». J'aurais dû réaliser qu'il voulait dire que j'étais de la famille, et pas nécessairement sa fille. Le problème, quand on épouse quelqu'un qui n'a jamais eu à travailler pour quoi que ce soit, c'est qu'ils ne comprennent pas ce que signifie réellement le travail. Je rentrais à la maison après 10 heures sur un chantier, couvert de poussière de plâtre, et elle était irritée que je sois en retard pour le dîner étant des restes de plats à emporter de la veille qu'elle avait mal réchauffé. Tu travailles tout le temps, se plaignait-elle, comme si mon travail était un passe-temps que je choisissais au lieu de passer du temps de qualité à la regarder faire défiler ses réseaux sociaux. Quelqu'un doit payer l'hypothèque, répondais-je, même si techniquement Walter avait remboursé l'hypothèque en cadeau de mariage. Mon père paie tout de toute façon. Pourquoi tu t'embêtes? Cette phrase résumait à elle seule toute la vision du monde de Vanessa. Le travail était inutile parce que papa avait de l'argent. L'effort était inutile parce que quelqu'un d'autre s'en chargerait. J'ai fini par appeler 3 entreprises, obtenir des devis, planifier le remplacement, et prendre un congé le lendemain pour être là lors de l'installation. La contribution de Vanessa a été de se plaindre que le nouveau chauffe-eau était moche, et de demander pourquoi je n'aurais pas pu en prendre un qui correspondait à l'esthétique de notre buanderie. Pendant 7 ans, j'ai joué le rôle du mari dévoué, tandis qu'elle jouait le rôle de la princesse titrée, attendant son royaume. Ses amies étaient exactement comme elle. Des femmes qui n'avaient jamais occupé d'emploi, vivant de l'argent de la famille ou des revenus de leur mari, passant leur journée dans des cours de spinning dont elles se plaignaient, et des brunchs qu'elles mettaient en story sur Instagram. Ces femmes venaient pour ce que Vanessa appelait des « après-midi vin », ce qui signifiait 4 d'entre elles buvant 2 bouteilles de vin coûteux que Walter avait payé, tout en se plaignant de la dureté de leur vie. Je rentrais à la maison pour les trouver affalés sur mes meubles, des verres partout, un plateau de fromage démoli, discutant du défi épuisant de choisir entre 2 destinations de vacances. Kyle travaille dans la construction, a dit Vanessa à son amie Brittany une fois, utilisant le ton que les gens réservent pour discuter de problèmes médicaux malheureux. Oh. Brittany m'a regardé avec pitié. Ça doit être si dur pour ton corps. C'est un travail honnête, ai-je répondu. Bien sûr, mais tu ne veux pas faire quelque chose de plus sophistiqué? Le mari de Brittany est dans la finance. Quand j'ai mentionné que cela pourrait être excessif, elle m'a regardé comme si j'avais suggéré que nous vivions dans une grotte. Ça s'appelle avoir du goût, Kyle.
Certains d'entre nous se soucient de leur cadre de vie. Je me soucie de notre cadre de vie. C'est pourquoi je répare les choses quand elles cassent, et que j'entretiens la propriété. C'est différent. Ça, c'est juste de l'entretien de base. Je parle de créer un espace qui reflète qui nous sommes. Qui nous sommes, apparemment, c'était des gens qui avaient besoin de 17 coussins décoratifs et de 4 collections de bougies parfumées différentes. Quand j'ai suggéré qu'elle pourrait peut-être trouver un emploi ou faire du bénévolat quelque part, elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré de rejoindre une secte. Pourquoi ferais-je ça? Nous n'avons pas besoin d'argent. Ce n'est pas une question d'argent. C'est une question d'avoir un but. Mon but est de gérer notre foyer. Gérer notre foyer signifiait m'envoyer des listes de courses par SMS, et occasionnellement lancer le lave-vaisselle. Pendant ce temps, je faisais la véritable gestion du ménage, payer les factures, planifier les réparations, gérer tout ce qui nécessitait un suivi ou une compétence de base. Il y a environ 2 ans, Walter a commencé à tomber malade. Rien de dramatique au début, juste les trucs habituels qui arrivent quand on atteint 75 ans. Ralentir, oublier des choses occasionnellement, avoir besoin d'aide pour des tâches qui étaient autrefois simples. Son médecin a diagnostiqué un stade précoce de démence en plus des problèmes normaux du vieillissement, l'arthrite faisant trembler ses mains, des problèmes de tension artérielle, l'arrêt progressif d'un corps qui avait travaillé dur pendant cette décennie. La réponse de Vanessa a été de l'éviter. Trop stressant, disait-elle. Trop déprimant. Elle ne pouvait pas supporter de le voir décliner. Alors, devinez qui a commencé à passer les week-ends chez Walter, l'aidant à trier ses papiers d'affaires et s'assurant qu'il mangeait réellement des repas corrects? La première fois que je suis arrivé, Walter essayait de faire le petit déjeuner et avait tellement brûlé son pain grillé que l'alarme incendie s'était déclenchée. Il se tenait dans la cuisine, confus quant à la raison pour laquelle l'alarme ne s'arrêtait pas, tenant une spatule comme si elle pouvait avoir les réponses. « Walter, ça va ?» ai-je demandé en ouvrant les fenêtres pour évacuer la fumée. « Kyle, qu'est-ce que tu fais là ?» Il avait l'air embarrassé. « Je faisais juste le petit déjeuner. »« Et si je faisais le petit déjeuner et que tu me disais ce que tu veux ?» Nous sommes tombés dans cette routine. Je venais le samedi matin avec des ingrédients frais de l'épicerie, de la vraie nourriture, pas les plats surgelés avec lesquels il survivait, et nous cuisinions ensemble. Enfin, je cuisinais pendant qu'il supervisait et me racontait des histoires. Walter et moi avons développé cette relation où j'arrivais le samedi matin avec des sandwichs du petit déjeuner d'un dîner qu'il adorait, et nous nous asseyions dans son bureau pour passer en revue des dossiers ou simplement parler. Il me racontait des histoires sur la construction de son entreprise, sur les erreurs qu'il avait commises, sur ses regrets concernant la façon dont il avait élevé Vanessa. Le bureau était l'endroit où Walter se sentait le plus à l'aise. Des étagères du sol au plafond organisées par sujet. Un bureau en chêne massif qui avait appartenu à son père. Des fauteuils en cuir usés par des décennies d'utilisation. Il s'asseyait à sa place habituelle et parlait pendant des heures des affaires qu'il avait conclues. Les propriétés qu'il avait développées, les risques qu'il avait payés, et ceux qui n'avaient pas fonctionné. J'ai commencé avec un seul immeuble, m'a-t-il dit un samedi. 8 unités, la moitié vide, dans un quartier dont tout le monde disait qu'il n'avait aucun avenir. Payé 90,000 $ pour ça en 1983. Tout le monde pensait que j'étais fou. Qu'est-ce qui t'a fait l'acheter? Le quartier n'allait nulle part parce que personne n'y investissait. Je me suis dit que quelqu'un devait être le premier. J'ai rénové ces unités, je les ai louées à des prix justes à des gens honnêtes. Et en 2 ans, tout le pâté de maison a commencé à s'améliorer. Je l'ai vendu pour 2,000 $ et j'ai acheté 3 autres immeubles. Il avait cette façon d'expliquer les affaires qui avait du sens. Pas le jargon d'entreprise qu'on entend dans les immeubles de bureau, mais une sagesse pratique sur le fait de voir le potentiel là où les autres voyaient des problèmes. Je lui ai trop donné, a-t-il admis une fois, en parlant de Vanessa. Je pensais être un bon père, en lui fournissant tout ce dont elle avait besoin. Il s'avère que je lui enseignais simplement qu'elle n'aurait jamais à gagner quoi que ce soit. Elle est encore jeune, ai-je offert, bien que je n'y croyais pas, peut-être qu'elle finira par mûrir. Walter m'a lancé ce regard, triste et entendu. Kyle, elle a 31 ans. Si elle n'a pas compris maintenant, elle ne comprendra jamais. Il n'avait pas tort. Ces conversations sont devenues le point culminant de ma semaine. Walter me traitait comme un égal, demandait mon avis sur des décisions commerciales, écoutait vraiment quand je parlais de projets de travail.
C'était le genre de respect que je n'avais jamais reçu de Vanessa ou de son cercle social. Lorsque l'état de Walter s'est détérioré l'année dernière, nécessitant des soins 24 heures sur 24, j'étais celui qui coordonnait avec les médecins, installant le lit d'hôpital dans son bureau à domicile, m'assurant que ses médicaments étaient correctement organisés. Vanessa a visité peut-être 2 fois en 6 mois, toujours avec une excuse disant qu'elle était trop émotive ou trop occupée. Trop occupée à faire quoi? Faire défiler des sites web de meubles. L'infirmière de soins palliatifs, une femme gentille nommée Patricia, m'a pris à part un jour et a dit que Walter continuait de demander sa fille. J'appelais Vanessa. Elle promettait de venir, puis trouver une raison pour laquelle elle ne pouvait pas le faire. Finalement, Patricia a cessé de demander après elle. Votre beau-père est un homme bon, m'a dit Patricia un après-midi en vérifiant les signes vitaux de Walter. Peu de gens prennent soin de leurs beaux-parents comme vous le faites. Il a été meilleur pour moi que ma propre famille, ai-je répondu honnêtement. Je peux le voir. Il s'illumine quand vous entrez. Il demande tout le temps de vos nouvelles quand vous n'êtes pas là. Cela m'a touché plus fort que prévu. Cet homme qui me connaissait à peine il y a 8 ans me considérait maintenant comme la chose la plus proche d'une famille qui lui restait. Les dernières semaines de Walter ont été difficiles. L'homme qui avait bâti un empire était réduit à lutter avec des tâches basiques. Son esprit était vif, mais son corps défaillait. Je restais assis avec lui pendant des heures, lisant parfois le journal à haute voix, ou lui tenant simplement compagnie pendant qu'il sombrait et émergeait du sommeil. La démence a empiré vers la fin. Certains jours, il pensait que j'étais quelqu'un de son passé, un partenaire commercial ou un vieil ami. D'autres jours, il était parfaitement lucide, aussi vif que jamais, parlant de ses plans pour la succession et s'assurant que ses affaires étaient en ordre. Un après-midi, alors qu'il passait une bonne journée, lucide et bavard, il a saisi ma main avec une force surprenante. Tu es un homme bon, Kyle. Meilleur que ce que cette famille mérite. J'ai ri pour détendre l'atmosphère, essayant juste d'aider. Non. Sa prise s'est resserrée. Tu as été plus un fils pour moi que quiconque. Je veux que tu le saches. À l'époque, je pensais qu'il était sentimental. Un vieil homme réfléchissant sur sa vie, appréciant les gens qui s'étaient présentés. Je n'avais aucune idée de ce qu'il avait réellement prévu. Walter est décédé un mardi matin de mars. Patricia m'a appelé au travail, disant que cela avait été paisible. Il était parti dans son sommeil. J'ai quitté le chantier immédiatement, j'ai conduit jusqu'à la maison, je me suis assis avec lui un moment, même s'il était déjà parti. La chambre était calme, à l'exception des machines qu'ils avaient débranchées. Il avait l'air paisible, enfin libéré du corps qui le lâchait depuis des mois. Je suis resté assis là, pensant à tous ces samedis matins, toutes ces conversations, toutes les leçons qu'il m'avait apprises sur les affaires, la vie et ce qui comptait vraiment. J'ai appelé Vanessa depuis le bureau de Walter. Ton père est mort ce matin. Silence pendant un instant, puis, oh, d'accord. C'est probablement pour le mieux. Il souffrait. Pas de larmes, pas d'émotion. Juste une reconnaissance clinique, comme si je lui avais dit que la facture du câble était arrivée. Tu viens? Ai-je demandé. Quel est l'intérêt? Il est déjà mort. J'ai raccroché sans répondre. J'ai passé une autre heure assis avec Walter avant que les pompes funèbres n'arrivent. Patricia est restée même si son service était terminé. Elle a aidé à tout coordonner. Elle s'est assurée que la transition soit gérée avec dignité. Il avait de la chance de vous avoir, a-t-elle dit alors qu'il l'emmenait sur une civière. Je ne me sentais pas chanceux. Je me sentais vide. L'homme était devenu plus un père pour moi que mon propre père, à qui je parlais peut-être 2 fois par an, et maintenant il était parti. Les funérailles étaient modestes. Quelques associés d'affaires, quelques parents éloignés, des voisins qui connaissaient Walter depuis des décennies. Vanessa s'est présentée dans une robe noire de créateur qui coûtait probablement plus cher que le cercueil, a consulté son téléphone pendant le service, et est partie immédiatement après sans parler à personne. J'ai fait l'éloge funèbre parce que personne d'autre ne s'est porté volontaire. J'ai parlé du sens des affaires de Walter, de sa générosité, de sa sagesse tranquille. J'ai mentionné comment il avait bâti un empire grâce à un travail acharné et des décisions intelligentes, comment il avait toujours eu du temps pour les gens qui comptaient. Je n'ai pas mentionné que sa propre fille ne pouvait pas prendre la peine de lui rendre visite pendant qu'il mourait. La lecture du testament était prévue pour le jeudi suivant. L'avocat de Walter, Philip Brennan,
gérait ses affaires depuis 30 ans. Un homme distingué, approchant probablement lui-même les 70 ans, avec ce genre d'autorité calme qui vient du fait de traiter les drames des gens riches depuis des décennies. Nous étions assis dans son bureau, moi, Vanessa, et sa cousine Jennifer, qui avait hérité de la collection de montres anciennes de Walter. Le bureau avait cette odeur de vieil argent, cuir, cire à bois et tapis coûteux. Des poissons trophées montés sur les murs, des diplômes de droit d'école que je ne pourrais jamais me permettre, des photos de Philippe serrant la main de politiciens et de chefs d'entreprise. Philippe a ouvert le testament avec le langage juridique standard, puis est arrivé au legs. Jennifer a eu les montres. Diverses œuvres caritatives ont reçu des dons totalisant plus de 2 millions de dollars. Et puis le gros morceau, à ma fille, Vanessa et Morrison, je lègue l'intégralité de ma succession, y compris la propriété au 4127 Ridgemont Hill, tous les comptes financiers, les portefeuilles d'investissement et les participations commerciales, d'une valeur estimée actuelle de 33 millions de dollars. Vanessa n'a pas réagi, elle est juste restée assise avec cette expression suffisante, comme si elle l'avait su depuis le début. Philippe a continué à lire les numéros de compte spécifiques, les descriptions de propriétés, les détails d'investissement. La liste a continué pendant 10 minutes. Des biens immobiliers dans 3 États, des portefeuilles d'actions diversifiés dans plusieurs secteurs, des intérêts commerciaux et des entreprises dont je n'avais jamais entendu parler. L'ampleur pure de la richesse de Walter était stupéfiante. J'admets que j'ai décroché pendant les détails juridiques. Les chiffres, les informations de compte, les titres de propriété. Mon cerveau ne pouvait pas traiter la somme d'argent discutée. 33 millions. Ce chiffre ne semblait pas réel. Après la lecture, Vanessa a signé des papiers pendant que j'attendais maladroitement, ne sachant pas si j'étais censé être là. Philippe lui a remis un dossier épais de documents, lui a serré la main, et lui a dit d'appeler si elle avait des questions. Dans la voiture, Vanessa était déjà sur son téléphone, envoyant des SMS à ses amis. 33 millions, a-t-elle dit sans lever les yeux. Je veux dire, je savais que papa était riche, mais c'est dingue. C'est beaucoup de responsabilités, ai-je suggéré. Elle a ri. Responsabilité ? J'embauche des gens pour ça. Je vais voyager, acheter tout ce que je veux, vivre ma vie pour de vrai. Qu'en est-il de l'héritage de ton père ? Le travail de fondation qu'il voulait faire ? Kyle, il est mort. Il s'en fiche maintenant. Cet argent est à moi maintenant, et je vais en profiter. Ce soir-là, elle a commandé le plat à emporter le plus cher qu'elle pouvait trouver, un endroit japonais qui facturait 40 $ le rouleau, a ouvert une bouteille de champagne que Walter gardait pour une occasion spéciale, et a porté un toast à sa liberté financière. J'étais assis en face d'elle, mangeant des sushis hors de prix qui avaient le goût de sushis ordinaires, la regardant célébrer la mort de son père comme si elle avait gagné à la loterie, ce qui, je suppose, de son point de vue, était le cas. Nous devrions probablement rencontrer un conseiller financier, ai-je suggéré. Pour s'assurer que nous gérons cela correctement. Elle a levé les yeux au ciel. Nous, Kyle ? C'est mon héritage. D'accord. Mais nous sommes mariés. Cela nous affecte tous les deux. Ça m'affecte moi. Toi, tu es juste là pour le voyage. Les jours suivants ont été surréalistes. Vanessa a commencé à faire du shopping comme si elle essayait de stimuler l'économie à elle toute seule. Nouvelle voiture, une Range Rover qui coûtait plus que ce que j'avais gagné en 2 ans. Nouveaux meubles. Elle a engagé un designer qui facturait 10,000 $ rien que pour la consultation. Nouvelle garde-robe. J'ai regardé son relevé de carte de crédit dépasser les 20,000 $ en achat de vêtements. Elle a engagé un architecte d'intérieur pour refaire toute la maison où nous vivions, puis a décidé qu'elle préférait simplement emménager dans le manoir de Walter. Elle a viré le designer, perdu la compte, et s'en fichait parce que qu'est-ce que 15,000 $ quand on a 33 millions ? Nous déménageons à Ridgemont ? Ai-je demandé. Je déménage. Tu peux venir si tu veux. Cette phrase aurait dû être mon signal d'alarme. Mais j'étais encore en train de tout assimiler. La mort de Walter, l'héritage, le basculement soudain de Vanessa en mode narcissisme total. Ses amis ont commencé à la traiter différemment. Soudain, elle était le centre de chaque rassemblement social. Celle à qui tout le monde s'en remettait. La personne dont l'opinion comptait le plus. L'argent fait ça. Il change la façon dont les gens vous voient, même quand vous n'avez pas changé du tout. Brittany,
qui avait l'habitude de regarder subtilement Vanessa de haut parce qu'elle n'avait pas sa propre richesse, demandait maintenant des conseils d'investissement à une femme qui n'avait jamais équilibré un chéquier de sa vie. Le lundi suivant, elle avait déjà déménagé la plupart de ses affaires au manoir. J'étais encore à notre maison, finissant une échéance de projet, prévoyant de déménager mes affaires ce week-end-là. Mercredi soir, je suis rentré du travail pour trouver toutes mes affaires dans des sacs poubelles sur le porche avant. Vêtements, articles de toilette, mon ordinateur portable, des objets aléatoires de mon bureau. Tout simplement jetés dans des sacs poubelles noirs comme si je me faisais expulser. Il y avait 8 sacs au total, 8 sacs poubelles représentant 7 ans de mariage et 34 ans de vie. Mes bottes de travail dépassant d'un sac, des chemises froissées dans un autre, des photos de famille mélangées à des produits de salle de bain dans un troisième. Je l'ai appelé. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi mes affaires sont dehors? Oh, c'est vrai. Je voulais te parler de ça. Sa voix était décontractée, comme si nous discutions de plans pour le dîner. Je passe à autre chose, Kyle. Je n'ai plus besoin de toi. Comment ça, tu n'as plus besoin de moi? J'ai de l'argent maintenant. De l'argent réel. Je n'ai pas besoin que tu fasses semblant de subvenir à mes besoins ou quoi que ce soit que tu pensais faire. Donc, tu devrais probablement trouver un autre endroit pour vivre. Les mots ne se sont pas inscrits au début. 7 ans de mariage. Et elle me mettait à la porte par téléphone comme si j'étais un colocataire qu'elle avait trouvé sur Craigslist. Vanessa, nous sommes mariés. Ouais. Et on pourra gérer ça plus tard. Là tout de suite, j'ai juste besoin que tu partes. Tu casses un peu mon ambiance. Casser son ambiance. Mon existence interférait avec ses vibes. Et alors? Je suis juste censé partir? C'est généralement comme ça que ça marche. Trouve un autre endroit pour vivre ou crève. Honnêtement, je m'en fiche. Elle a raccroché. Je suis resté sur mon propre porche, fixant des sacs poubelles remplis de ma vie, essayant de comprendre ce qui venait de se passer. Ma femme avait hérité de 33 millions de dollars et avait décidé que j'étais jetable. Pas digne d'être gardé. Pas digne d'une courtoisie de base. Juste immédiatement écarté comme si je n'avais jamais compté du tout. J'ai dû rire de l'absurdité de la chose. Pas un rire joyeux. Plutôt le genre de rire qu'on fait quand la réalité devient si ridicule que le cerveau court-circuite. J'ai chargé les sacs dans mon camion. J'ai conduit sans but pendant 1 heure. J'ai fini au Starlight Motel sur la route 9. 45 $ la nuit. Une enseigne au néon clignotante où la moitié des lettres étaient grillées. Des distributeurs automatiques qui n'acceptaient que la monnaie exacte. La chambre sentait le nettoyant industriel essayant sans succès de masquer des décennies de décisions douteuses. Le lit avait un de ces couvre-lits fins qui a été lavé tant de fois qu'il est pratiquement transparent. Des boiseries au mur, des taches d'eau sur les dalles du plafond, une salle de bain de la taille d'un placard avec une douche qui violait probablement les codes sanitaires. Je me suis assis sur le lit avec sa couette fine et ses taches douteuses, fixant les murs lambrissés, pensant à la rapidité avec laquelle tout s'était effondré. Ce matin, j'avais une femme et une maison. Ce soir, je vivais dans une chambre de motel qui faisait passer les cellules de prison pour des endroits accueillants. Vanessa a envoyé un SMS vers minuit, au fait, je garde la maison. Tu peux avoir ton camion et ce qu'il y a dans ses sacs. Considère ça comme ton solde de tout compte. Mon solde. 7 ans de mariage, et je recevais des sacs poubelles et un camion de 12 ans avec 225,000 km au compteur. J'ai passé les jours suivants dans le brouillard, faisant les gestes au travail, revenant au motel, mangeant des sandwichs de station-service parce que je ne pouvais pas me permettre de restaurant, essayant de comprendre ce qui allait suivre. J'ai appelé un avocat spécialisé en divorce le vendredi après-midi, et j'ai planifié une consultation pour la semaine suivante. C'est là que quelque chose que Walter avait dit a commencé à me tracasser. Nous avions regardé ce vieux film de guerre environ 6 mois avant sa mort. Quelque chose avec des sous-marins, des décisions stratégiques intenses. Pendant une pause publicitaire, Walter s'était tourné vers moi. « Tu es un homme bon, Kyle. Meilleur que ce que cette famille mérite. » À l'époque, j'avais supposé qu'il voulait dire que je traitais bien Vanessa malgré ses défauts évidents, ou que je l'aidais quand sa fille ne pouvait pas s'en donner la peine. Mais la façon dont il l'avait dit, l'accent sur « cette famille », me faisait penser qu'il y avait quelque chose de plus. Walter était méticuleux. L'homme avait des systèmes de classement par couleur,
organisait son garage par type et taille d'outils, planifiait tout jusqu'à quelles chaussettes il porterait quel jour de la semaine. Ce n'était pas le genre de personne à laisser 33 millions de dollars à quelqu'un sans envisager toutes les issues possibles. Alors pourquoi laisserait-il tout à une fille qu'il avait ignorée, qui n'avait jamais travaillé, qui avait passé toute sa vie à ne faire preuve d'aucune responsabilité ni compétence? Plus j'y pensais, moins cela avait de sens. Dimanche matin, j'ai appelé le bureau de Philippe, je suis tombé sur sa messagerie vocale, et j'ai laissé un message expliquant qui j'étais et que j'avais des questions sur la succession de Walter. Il a rappelé dans l'heure. Kyle Morrison. Sa voix semblait surprise. Où étiez-vous? J'essaie de vous joindre depuis plus d'une semaine. Vous essayez de me joindre? Pourquoi? Parce que vous devez être impliqué dans le règlement de la succession. Votre femme a dit que vous aviez déménagé hors de l'État, et que vous ne vouliez aucun contact concernant l'héritage. Les pièces ont commencé à s'assembler. Elle vous a dit que j'avais déménagé? Elle a dit que vous aviez été muté pour le travail et que vous n'étiez pas intéressé par les procédures successorales. J'ai trouvé cela étrange étant donné à quel point vous étiez proche de Walter, mais elle était très insistante. Philippe, je vis dans un motel sur la route 9. Je ne suis allé nulle part. Longue pause. Je pense que vous feriez mieux de venir à mon bureau. Il y a quelque chose que vous devez voir. Lundi matin, je me suis porté pâle au travail pour la première fois en 3 ans, j'ai mis ma chemise la moins froissée, et j'ai conduit jusqu'au bureau de Philippe au centre-ville. Il m'attendait avec ce dossier épais de la lecture du testament, plus une autre enveloppe que je n'avais jamais vue auparavant. Kyle. Il m'a serré la main fermement. Je vais être direct avec vous. Votre femme m'a menti, et je soupçonne qu'elle vous a menti aussi. Il a fait glisser un document sur son bureau. C'était le testament de Walter, mais différent de la version que j'avais entendue lors de la lecture. Ceci est le testament complet. Ce que j'ai lu la semaine dernière était la première section, les legs standards. Il y a une deuxième section qui n'est révélée que dans certaines circonstances. Mon nom était surligné en jaune sur la page 4. Philippe a ajusté ses lunettes et a lu à haute voix, le legs à ma fille Vanessa et Morrison de la totalité de ma succession est conditionnel à son traitement de son mari, Kyle Morrison, après mon décès. Si elle ne le traite pas avec respect, dignité et la considération due à un époux, son héritage sera immédiatement révoqué et transféré dans son intégralité à Monsieur Morrison. Je fixais les mots, les lisant encore et encore, essayant de faire accepter à mon cerveau ce qu'ils signifiaient. Je ne comprends pas. Pourquoi ferait-il ça? Philippe s'est adossé dans sa chaise. Walter est venu me voir environ 8 mois avant sa mort. Il a dit qu'il avait observé comment Vanessa vous traitait, comment elle vous prenait pour acquis, comment elle ne montrait aucune appréciation pour vos soins et votre dévouement. Il craignait qu'une fois partie, elle ne vous jette. Il avait raison là-dessus. Il avait raison sur beaucoup de choses. Walter m'a dit, et je cite, « Ma fille est assez arrogante pour se pendre avec sa propre corde. Je m'assure juste que la corde porte clairement une étiquette. » La condition avait une fenêtre de 30 jours. Si Vanessa me traitait avec une décence élémentaire pendant 30 jours après avoir hérité, l'argent était à elle. Si elle ne le faisait pas, tout me revenait. Elle m'a mis à la porte après 9 jours, ai-je dit doucement. Ce qui signifie, légalement, que la condition a été déclenchée par ses propres actions. Vanessa a perdu son héritage. La pièce semblait tourner. 33 millions, un manoir, des portefeuilles d'investissement, tout cela parce que ma femme n'avait pas pu faire semblant d'être un être humain décent pendant un mois. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Ai-je demandé. Philippe a commencé à sortir des documents. Maintenant, nous transférons tout à votre nom. La maison, les comptes, les participations commerciales, tout. Peut-elle contester ça? Elle peut essayer, mais le testament est extrêmement clair. Et Walter s'est assuré qu'il soit inattaquable. Il a même inclus de la documentation. Il tenait un journal de son comportement envers vous, des enregistrements d'appels téléphoniques où elle vous rejetait, des SMS où elle dénigrait votre travail. Il a monté un dossier prouvant qu'elle ne vous respectait pas. Walter avait rassemblé des preuves pendant des mois, documentant chaque exemple de la cruauté et de l'indifférence de Vanessa, créant un dossier indéniable montrant qu'elle avait échoué à la condition fondamentale de me traiter comme un être humain. Nous avons passé 3 heures à parcourir la paperasse. Philippe avait déjà lancé le processus après avoir essayé de me joindre pendant une semaine. Donc, la majeure partie du travail juridique était faite.
Il avait juste besoin de mes signatures, de mes informations bancaires, de mon accord pour accepter l'héritage. Une dernière chose, a dit Philippe, en sortant une enveloppe scellée. Walter a laissé ça pour vous. À l'intérieur se trouvait une lettre manuscrite sur le papier à en-tête personnel de Walter. Kyle, si tu lis ceci, cela signifie que Vanessa a montré son vrai visage. Je suis désolé que tu aies eu à vivre cela, mais je suis heureux que tu sois pris en charge. Tu as été plus un fils pour moi que je ne le méritais. Utilise cet argent sagement, vis bien, et ne te sens coupable de rien. Elle a fait son choix. C'est ta récompense pour avoir été un être humain décent quand tu avais toutes les raisons de ne pas l'être. Le monde a besoin de plus de gens comme toi et moins de gens comme ceux que j'ai accidentellement élevés. Prends soin de toi. Walter, j'ai plié la lettre soigneusement, les remise dans l'enveloppe, essayant de ne pas devenir émotif dans le bureau d'un avocat. En fin d'après-midi, les papiers étaient signés. Philippe a passé quelques appels. En quelques heures, tous les comptes que Walter possédait ont été gelés et transférés à mon nom. Les cartes de crédit de Vanessa ont cessé de fonctionner. Son accès au compte du manoir a disparu. Tout ce qu'elle pensait être à elle ne l'était soudainement plus. J'ai conduit jusqu'à un motel normal, pas le Starlight, un endroit avec des draps propres et une pression d'eau qui ne donnait pas l'impression que quelqu'un vous crachait dessus d'en haut. Je me suis assis sur le lit, j'ai fixé mon téléphone, essayant de réaliser que j'étais passé de sans-abri à une valeur de 33 millions de dollars en un après-midi. Vers 21h, mon téléphone a commencé à exploser. Vanessa, bien sûr. Qu'est-ce que tu as fait? Mes cartes ne fonctionnent pas. La banque dit que mes comptes sont gelés. Réponds-moi tout de suite. Puis des messages vocaux, sa voix devenant progressivement plus paniquée. Kyle, ce n'est pas drôle. Rappelle-moi. Il y a un problème avec les comptes. As-tu fait quelque chose? Je jure que si tu es derrière tout ça, je te détruirai. J'ai ignoré chaque message. Je l'ai laissé paniquer. Je l'ai laissé vivre la même confusion et impuissance qu'elle m'avait fait subir quand elle avait jeté mes affaires sur le porche. Le lendemain matin, j'ai conduit jusqu'à Ridgemont Hill. Philippe avait déjà envoyé un avis indiquant que j'étais le propriétaire légal, et la sécurité avait été informée. Le code du portail a fonctionné quand je l'ai tapé. Les immenses grilles en fer se sont ouvertes comme si elles m'accueillaient chez moi. L'allée circulaire ressemblait exactement à ce dont je me souvenais de tous ces week-ends passés à aider Walter. La fontaine fonctionnait toujours, l'eau cascadant sur 3 niveaux de pierre sculptée. L'aménagement paysager était immaculé. Quelqu'un l'entretenait encore. Probablement sur des contrats automatiques que Walter avait mis en place il y a des années. Vanessa était sur les marches du perron, le téléphone collé à l'oreille, hurlant sur quelqu'un. Je me fiche de ce que dit votre système. J'ai des millions. Vérifiez encore. Allô? Je me suis garé juste devant, je suis sorti de mon camion qui semblait soudain très déplacé au milieu de toute cette richesse. Elle s'est tournée, m'a vu, et s'est figée au milieu de sa phrase. Kyle, qu'est-ce que tu fais là? Je rentre à la maison. Elle a cligné des yeux rapidement, son cerveau essayant de comprendre. Comment ça tu rentres à la maison? C'est ma maison. J'ai sorti le dossier que Philippe m'avait donné, le nouvel acte de propriété avec mon nom dessus. Je le lui ai tendu. Elle a scanné la première page, la confusion se transformant en inquiétude. Elle a tourné la page, l'inquiétude se transformant en peur. Elle a commencé à lire plus vite, ses mains commençant à trembler. La couleur a quitté son visage comme si quelqu'un avait tiré une prise. Au moment où elle a atteint la clause conditionnelle, ses jambes vacillaient. C'est faux, a-t-elle chuchoté. Appelle Philippe si tu veux. Il confirmera tout. Tu mens. Tu essaies de voler mon héritage. J'ai levé les clés que Philippe m'avait données. De lourdes clés en laiton sur un anneau avec les initiales de Walter. Elles sont réelles. Le transfert est réel. Tu m'as mis à la porte 9 jours après avoir hérité, cela a violé la condition. Tout me revient. Elle s'est affaissée sur les marches. Le dossier glissant de ses mains, les papiers s'éparpillant sur le marbre coûteux comme des feuilles blanches dans le vent. Non, non, ça ne peut pas arriver. Papa ne me ferait pas ça. Il t'a fait exactement ça. Il savait exactement qui tu étais. Elle a levé les yeux, le mascara commençant à couler, même si elle n'avait pas pleuré. Juste le choc faisant pleurer ses yeux. Je suis sa fille. Je suis censé hériter.
Tu étais censé hériter si tu me traitais avec une décence humaine élémentaire pendant 30 jours. Tu n'as pas pu tenir 9 jours. Ce n'est pas juste. L'ironie était parfaite. La femme qui m'avait dit de trouver un autre endroit pour mourir prétendait maintenant que la vie n'était pas juste. Tu aurais pu tout avoir, Vanessa. Tout ce que tu avais à faire, c'était de ne pas être cruel pendant un mois. Walter t'a donné toutes les chances d'être une personne décente. Elle a commencé à faire défiler son téléphone frénétiquement. J'appelle mon avocat. C'est faux. Il ne peut pas juste changer son testament comme ça. Il n'a pas changé son testament. C'était le testament depuis le début. Tu n'as juste jamais pris la peine de lire au-delà de la première section. Vanessa a essayé de se lever, a vacillé, s'est rassise, et j'ai regardé son visage alors que la réalité s'installait. Le manoir m'appartenait. Les comptes m'appartenaient. L'argent, les investissements, les participations commerciales, tout ça. Parce qu'elle m'avait dit de trouver un autre endroit pour mourir. Qu'est-ce que je suis censé faire, a-t-elle demandé, la voix petite pour la première fois depuis des années. Je ne sais pas. Trouver un travail, peut-être trouver un autre endroit pour vivre. La reconnaissance a brillé dans ses yeux. Tu me cites. Tu m'as dit de trouver un autre endroit pour vivre ou crever. Alors ouais, je te cite. Considère ça comme une sagesse retournée à l'envoyeur. Elle a commencé à pleurer pour de vrai à ce moment-là. Pas des pleurs de chagrin ou de remords. Des pleurs de colère. Le genre de larmes qui viennent quand quelqu'un qui n'a jamais affronté de conséquences doit soudainement toutes les affronter en même temps. Je suis ta femme. Tu ne peux pas tout prendre. Je ne prends rien, ton père me l'a donné. Le fait que tu me mettes dehors n'a fait que rendre la chose officielle. Je suis resté là à la regarder s'effondrer sur les marches d'un manoir qui était le sien. Ne ressentant absolument rien. Pas de satisfaction, pas de vengeance, pas de victoire. Juste un vide là où 7 ans de mariage se trouvaient autrefois. Je vais me battre, a-t-elle dit entre deux sanglots. Je vais te poursuivre. Je prouverai qu'il n'était pas mentalement compétent quand il a écrit ça. Il l'a écrit 8 mois avant sa mort. Les dossiers médicaux montrent qu'il était complètement sain d'esprit. Il a tout enregistré, Vanessa. Chaque commentaire méchant, chaque SMS dédaigneux, chaque fois que tu ne pouvais pas prendre la peine de lui rendre visite. Il a monté un dossier prouvant que tu as échoué à la condition. Elle a levé les yeux, comprenant enfin. Il me testait. Il te donnait une chance. Tu as échoué. Je l'ai laissé là sur les marches. Je suis entré dans le manoir comme si je le possédais, parce que c'était le cas. L'endroit était exactement comme Walter l'avait gardé. Vanessa n'avait encore rien changé. Probablement trop occupée à faire du shopping pour s'embêter avec de vraies décisions. Son bureau avait toujours ses livres organisés par sujet. Affaires à gauche, histoire au milieu, biographie à droite. Son bureau était vide à l'exception d'une photo de lui et de sa défunte épouse le jour de leur mariage. Je me suis assis dans son fauteuil en cuir, j'ai regardé autour de moi pour voir ce que représentait 33 millions de dollars de vie. J'ai essayé de comprendre ce qui allait suivre. Philippe a appelé cet après-midi-là. J'ai eu des nouvelles de l'avocat de Vanessa. Il demande une réunion pour discuter des options de règlement. Elle n'a rien avec quoi négocier. Je sais, mais ils vont essayer. Je veux juste que vous soyez préparés. La réunion a eu lieu 2 jours plus tard au bureau de Philippe. Vanessa s'est présentée avec un avocat qu'elle avait déniché quelque part. Probablement le premier qui avait pris son appel sans demande d'acompte. Un jeune type, peut-être 30 ans, portant un costume qui essayait trop fort. Le genre d'avocat qui fait de la pub sur les bancs d'arrêt de bus. Son avocat était clairement dépassé. Il a commencé avec une posture agressive sur « l'influence indue » et la « capacité testamentaire douteuse », des termes qu'il avait probablement appris la veille au soir. Philippe l'a laissé parler pendant 5 minutes, puis a fait glisser un dossier sur la table. Voici l'évaluation médicale de Walter et datant de 2 semaines avant la modification de son testament. Complètement sain d'esprit. Voici le journal qu'il tenait documentant le traitement de sa fille envers son mari. Voici le témoignage de l'infirmière de soins palliatifs sur qui a réellement visité pendant ces derniers mois. C'est. D'accord, on a compris. Le jeune avocat l'a interrompu. Vraiment? Parce que votre cliente semble penser qu'elle a un dossier alors qu'elle n'a rien du tout.
Nous sommes restés assis là dans un silence inconfortable. Vanessa ne me regardait pas, fixant juste la table, réalisant probablement que son fantasme de 33 millions de dollars s'était évaporé comme la rosée du matin sur un trottoir brûlant. Et si on négociait? A essayé son avocat. Partager la succession 50-50e. Philippe n'a même pas daigné répondre à cela, fixant simplement l'avocat jusqu'à ce qu'il se tortille dans son costume bon marché. D'accord, et si? Votre client a violé une condition clairement énoncée, a dit Philippe. Le testament est explicite. Ses options sont d'accepter le résultat ou de gaspiller de l'argent dans un procès qu'elle perdra. Vanessa a finalement parlé. Et la maison? Puis-je au moins avoir la maison dans laquelle nous vivions ensemble? La maison que Walter nous avait achetée? Payée et mise à son nom pour éviter des complications fiscales? Cette maison? Cette propriété fait partie de la succession, a expliqué Philippe patiemment. Elle appartient à Kyle maintenant. Donc je n'ai rien. Tu as exactement ce que tu lui as dit d'avoir. Rien. La réunion s'est terminée sans résolution parce qu'il n'y avait rien à résoudre. Vanessa avait parié tout son héritage sur le fait que je serais trop faible ou trop dépendant pour la défier. Elle avait perdu de façon spectaculaire. J'ai demandé le divorce la semaine suivante. Vanessa a essayé de prétendre qu'elle méritait une pension alimentaire, mais le Colorado est un état de répartition équitable. Comme l'héritage n'était pas un bien matrimonial, et qu'elle avait volontairement mis fin au mariage en me mettant à la porte, elle n'avait droit à rien. Le divorce a pris 6 mois à être finalisé. 6 mois où Vanessa s'est battue sur chaque détail, essayant de prouver qu'elle méritait quelque chose, n'importe quoi, des décombres de ses propres choix. Ses avocats ont continué d'essayer différents angles. Détresse émotionnelle, résiliation abusive des avantages matrimoniaux, allégations selon lesquelles j'avais manipulé Walter. Tout cela n'a mené nulle part car les preuves étaient accablantes. Le journal de Walter contenait des centaines d'entrées documentant le comportement de Vanessa, des enregistrements téléphoniques où elle me rejetait, des SMS où elle me traitait d'inutile. Le témoignage de Patricia, l'infirmière de soins palliatifs. Les déclarations des voisins qui m'avaient vu prendre soin de Walter pendant que Vanessa faisait la fête avec ses amis. Elle a fini par emménager avec sa cousine Jennifer, celle qui avait hérité de la collection de montres. Aux dernières nouvelles, elle travaillait dans la vente au détail dans un grand magasin du centre commercial, traitant avec le genre de client qu'il avait probablement traité comme une moins que rien quand elle était de l'autre côté du comptoir. La justice karmique était presque trop parfaite. Vanessa envoie encore des messages de temps en temps, généralement autour des vacances ou quand elle a besoin d'argent. Toujours une variante de « cet héritage aurait dû être le mien » ou « tu as volé l'héritage de mon père ». Je ne réponds jamais. Il n'y a plus rien à dire à quelqu'un qui pensait que l'amour venait avec des conditions, mais que l'héritage n'en avait pas. Walter comprenait quelque chose que la plupart des gens ignorent. On ne peut pas enseigner l'humilité en donnant tout à quelqu'un. On l'enseigne en leur montrant exactement ce qu'ils avaient, et en les obligeant à le regarder disparaître à cause de leur propre choix. Il a donné 33 millions de dollars à Vanessa. Elle a choisi la cruauté plutôt que la décence et a tout perdu. Pendant ce temps, je vis dans un manoir que je n'ai jamais voulu, gérant de l'argent que je n'ai jamais attendu, dirigeant une fondation honorant un homme qui était plus un père pour moi que le mien.